Conception, production, exploitation, coût global, le BIM est-il rentable? Nous avons déjà eu pas mal d'éléments de mise en perspective lors des 3 premiers retours d'expérience, la première partie de cet après-midi. Nous allons encore prendre un peu plus de hauteur sur ces sujets, aussi revenir sur terre peut-être sur certains autres sujets. Pour répondre à cette question, je vous remercie d'accueillir Olivier Selnik, directeur du master spécialisé BIM École des Ponts à Paris Tech et à l'ESTP. Bonjour et bienvenue. Mike Sisung, président chez Gestion Conseil Bâtiment. Bonjour Mike Sisung et bienvenue. Christophe Lheureux, directeur délégué à l'innovation et au bâtiment intelligent de l'Immobilière 3F. Merci d'être avec nous. Et enfin Patrick Delaporte-Arnal, qui est associé gérant de Softloft Management et également administrateur de Sinov Normandie et membre, comme le disait Julien tout à l'heure, du groupe de travail sur le BIM de Sinov. Bien, un petit tour d'horizon avant qu'on entre dans le vif du sujet. Olivier Selnik, en tant que directeur du master spécialisé BIM, École des Ponts, Paris Tech et ESTP, on va, grâce à vous, aborder notamment, et entre autres, la question de la formation, plus vulgairement le coût humain, en tout cas, que ça peut représenter, ou la manière dont ça peut être interprété dans les organisations. Avec vous, Mike Sisung, on va vraiment essayer de prendre encore plus de hauteur sur cette notion de coût global, de rentabilité à 360 liée au BIM. Avec vous, Christophe Lheureux, en tant que délégué à l'innovation de l'Immobilière 3F, notamment, eh bien, vous allez aussi, quelque part, nous ramener un peu sur terre, je pense, de l'opérationnel, comment ça se passe vraiment sur le terrain, sur le chantier, comment le BIM est ou pas, aujourd'hui, un vrai outil de stratégie et concrètement de rentabilité au sens global du terme, et si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Et avec Patrick Delaporte-Arnal, eh bien, nous allons aborder les conditions qui, selon vous, aujourd'hui, en tant que représentant de l'ingénierie notamment, eh bien, permettent moins, peut-être plus aujourd'hui et encore plus demain, d'aboutir et de prendre de la hauteur sur cette notion de rentabilité globale. Et quelles sont les conditions pour l'atteindre ? Avec une dimension, on l'espère, c'est l'objectif aussi de ce Rex BIM Tour, une vision transversale du sujet. Alors j'aurais une première question à vous poser par rapport à cette notion de rentabilité globale. Quelle lecture avez-vous aujourd'hui du lien entre le BIM, c'est ce qu'on a commencé à faire déjà en première partie, et la notion de rentabilité, sans se limiter à la vision financière des choses évidemment. Et où en est-on selon vous aujourd'hui de ce lien entre BIM et rentabilité? On va commencer par vous, Olivier Selnik. Alors, on en est peut-être à se poser enfin la question de dire à quoi ça sert tout ça. Donc effectivement, on fait du BIM de façon très, très diverse et parfois peut-être trop intense. Depuis 2014, ça existait déjà avant, on utilisait déjà les outils avant, mais ça s'est cristallisé à ce moment-là. Il y a eu plusieurs phases et on arrive aujourd'hui dans une phase pragmatique, ça a été dit auparavant, où on se pose les bonnes questions. On ne fait pas du BIM pour le BIM, bien sûr, on le fait au bénéfice d'un projet, de recherche d'informations précises, de cas d'usage, de qualité. Julien Mercier l'évoquait tout à l'heure en reprenant une formule que je prends volontiers de façon provocatrice. On dit que le BIM c'est vertueux pour toute l'équipe, pour le projet, pour la planète. Moi, je mets en avant la notion de BIM égoïste, juste pour faire réfléchir et de se rendre compte que si on n'arrive pas à ce que chaque acteur auquel on demande de contribuer à un processus BIM, il retrouve son compte d'une façon ou d'une autre, ça ne marchera pas et il va freiner au lieu d'avancer. Donc il faut que chacun, quel qu'il soit, qu'il soit architecte, ingénieur, entreprise, maître d'ouvrage, sache pourquoi il en fait, pourquoi on lui demande d'en faire et voit quel est l'apport pour lui. Et si je prends 2 exemples concrets que je connais assez bien, dans des agences d'architecture, on a eu peut-être tout à l'heure une démonstration d'un BIM très élaboré avec un cahier des charges très lourd. Quasiment tous les confrères que je connais qui travaillent au moins en maquette numérique, pour faire la distinction avec le BIM, disent c'est évident que je travaille mieux qu'avant, je suis plus efficace, je fais mieux mon projet, je maîtrise mieux mon temps, ça c'est acquis. Jeu. Il utilise le jeu. Ah oui, tout à fait. Et je discutais la semaine dernière avec un ingénieur qui prépare sa thèse du master spécialisé BIM, donc on revient à l'information sur son travail en synthèse et sur le côté humain ou automatisme d'ailleurs, et qui me disait aussi, pour nous c'est évident que faire de la synthèse aujourd'hui, avec des maquettes numériques, c'est incomparable. C'est juste comme ça qu'il faut travailler. Donc il y a 2 cas, au moins, architecte et puis ingénieur synthèse, ils font mieux leur travail quotidien grâce à ces outils et à ces méthodes. Si on arrive à généraliser avec tout le monde, le côté vertueux du BIM viendra du fait que chacun des acteurs saura pourquoi et comment il en fait. D'accord, donc on présente souvent le processus BIM comme une démarche d'intérêt général, mais il faut aussi, avant
ce que je comprends, qu'on mette bien en avant les intérêts particuliers, sinon... C'est mon constat au fil des ans, que donner intérêt général, j'ai vu beaucoup d'acteurs dire je fais du BIM, et puis ils en font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont signé, en ayant l'impression qu'eux font un investissement de temps, d'argent, parfois de responsabilité, et que ce sont les autres qui en profitent. On reviendra avec vous tout à l'heure sur la notion de coût, en tout cas tel que c'est perçu. On pourrait aussi parler d'investissement, hein, dans l'humain, en tout cas les compétences, la formation. Vous avez un regard très particulier, expert sur ce sujet. Et donc je vais maintenant m'adresser à vous, Mike Sisung, en tant que président chez Gestion Conseil Bâtiment. Selon vous, où en est aujourd'hui ce lien entre le BIM et la notion de rentabilité? Quel est votre regard actuel sur le sujet? Bien, écoutez, ce qui est très intéressant, le BIM, c'est François Comon l'a dit au début, mais effectivement, c'est un incubateur d'interfaces. Toutes les interfaces qu'on a dans la construction entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'architecte, les bureaux d'études, les entreprises et tous les conseils qu'on peut avoir environnementaux, aujourd'hui, grâce au BIM, sont gommés de fait où tout le monde doit absolument communiquer. Et c'est vrai qu'on dit que le 21e siècle est le siècle de la com. Alors c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à s'envoyer des SMS et des emails. Je pense que se passer un coup de téléphone et puis se rencontrer, serrer la main, je sais bien qu'il y a la Covid-19, mais c'est quand même mieux de discuter réellement et c'est beaucoup plus simple. Et les échanges sont vraiment très importants. Et je le vois, le BIM oblige les gens à se parler. Si on ne se parle pas, on ne se comprend pas. Et effectivement, alors, on va parler de coût global, puisque surtout de coût global étendu. Et donc le coût global, comme ce nom ne l'indique pas, intègre l'ensemble des données, aussi bien environnementales que sociétales, que sociales, enfin énormément d'éléments complémentaires. Et c'est un petit peu un problème que moi j'ai rencontré en faisant un coût global étendu sur le bâtiment du Parlement européen de Bruxelles. Alors comme vous le savez, en Europe, la langue du Parlement, c'est le français, c'est la langue réglementaire, sauf que le Parlement de Bruxelles est installé en Belgique. Les Belges parlent belge, ils ne parlent pas français. Et je m'en suis rendu compte à la remise du document final, où mes interlocuteurs qui étaient hollandais et belges m'ont dit « Sisung, vous voulez dire quoi dans ce... » Je veux dire en français, voilà, quand on parle comme ça veut dire ça. Ah, il dit non, en Belgique, ça ne veut pas dire ça. Et en fait, des termes de l'immobilier courant ne veulent pas dire la même chose. Bon, moi j'ai travaillé sur le Canada, et en particulier au Québec. Bon, là, effectivement, mais là, on comprend très vite parce qu'effectivement, les mots ne sont pas les mêmes. Mais là, avec les Belges, j'étais vraiment très surpris et on a été obligé de mettre en place, comme on fait dans les actes notariés, expliquer les définitions des termes utilisés pour correspondre effectivement à l'attente du Parlement européen qui était dirigé par au niveau de l'immobilier, par les Belges et les Hollandais. Donc c'est vraiment assez important. Et donc cette interface, le fait de la supprimer, alors vous me direz, je ne parle pas pour mon chapitre, parce que nous, en tant que conseil, pourquoi on existe, c'est parce que les autres font pas bien leur boulot, sinon je serais pas là. Mais hélas, c'est un peu ça, quoi. Ça veut dire que si demain on arrive à une meilleure rentabilité, on aura moins besoin de vous? Je pense, oui. D'accord. Ça me paraît logique. Écoutez, vous trouverez d'autres choses de valeur ajoutée à proposer, pas. Évidemment. Alors, en préparant aussi cet échange, vous me parliez, alors vous avez relativisé aussi la notion de rentabilité, en me disant, voilà, on peut aujourd'hui traduire financièrement pas forcément des gains, mais des non-dépenses ou des gains sur des coûts de non-qualité. Des non-coûts, des non-dépenses, oui, tout à fait. Et concrètement, ça veut dire quoi sur une opération? Par exemple, si vous voulez, vous avez un maître d'ouvrage qui construit son propre bâtiment, comme Habitat 76, ils ont leur propre immeuble. Bon, leur propre immeuble, quel est le gain en analyse en coût global? C'est un gain de non-loyer. Effectivement, ils ont investi, mais donc il y a des loyers qui ne payent pas. Donc le fait de ne pas payer les loyers, ça intervient dans un calcul de gain. Et c'est toute cette notion qui est un peu complexe, mais qui est, je dirais, commune dans l'industrie. Quand vous réalisez une chaîne de fabrication de produits, que ce soit de l'agroalimentaire ou autre chose, l'objectif, c'est de regarder toutes les non-dépenses, tout ce qui est ce qu'on appelle non-qualité, en fait. Et ça se chiffre. Dans l'industrie, ils le font. Dans l'immobilier, on ne le fait pas encore. Ça veut dire qu'on a un logiciel culturel moins mûr sur cette notion de rentabilité dans le bâtiment, la construction, que dans le bâtiment, c'est ce que j'ai tendance à dire. On est à l'âge de pierre, alors qu'on est au 21e siècle dans l'industrie, quoi. D'accord. Okay. Il suffit de voir les avions, il suffit de voir ce qui s'est passé avec Thomas Pesquet. Ils sont quand même très, très en avance par rapport à nous. Alors Christophe Lheureux, merci. On reviendra vers vous tout à l'heure pour parler des coûts et puis de la notion de coût global étendu. On y reviendra. Christophe Lheureux, alors, pour vous, chez 3F, la notion de rentabilité liée au BIM, c'est quoi votre regard là-dessus? Comment vous analysez finalement
Comment vous faites le lien finalement ou pas entre les deux approches? Pas très bien. Pas très bien? Pas très bien, non. Non, quand vous m'avez proposé d'intervenir à cette table ronde sur ce sujet-là de la rentabilité, j'étais pas tout à fait à l'aise avec le sujet. Et je partage ce malaise finalement avec mes 3 directeurs successifs, mes 3 directeurs généraux successifs, de Yves Lafoucrière à Valérie Fournier aujourd'hui, qui n'ont jamais posé le problème en termes de rentabilité financière. Heureusement d'ailleurs, parce que pour le maître d'ouvrage et le gestionnaire que je suis, aujourd'hui c'est un investissement à perte. Investissement à perte. Alors, sur l'aspect, peut-être qu'il faut distinguer et apporter beaucoup de nuances. Quand on parle de BIM, distinguer ce qui relève des travaux, des opérations de construction neuve, des opérations de réhabilitation, et de ce qui relève de l'exploitation. C'est 2 univers tout à fait différents. Vous voulez dire que c'est plus facile d'imaginer de la rentabilité sur du neuf ou de l'ancien, ou inversement C'est le contraire. Aujourd'hui, nous, on est un petit peu dans la même démarche qu'Habitat 76, c'est-à-dire on a numérisé massivement notre parc francilien, on a redessiné 7 millions de mètres carrés, 110 000 logements, ça a mis 4 ans. Et aujourd'hui, on arrive très concrètement à mesurer l'intérêt financier de disposer de cette base de données. C'est une économie sur une fonction basique qui est la mise à disposition des plans à tout utilisateur qui en a besoin. C'est une économie qu'on a chiffrée de manière très comptable, très précise, de l'ordre de 500 000 € par an. En non-utilisation, en non-recours à des géomètres. En fait, on en parlait ce midi. Un bâtiment est redessiné à peu près tous les 10 ans pour des travaux, pour une mise en vente. Voilà. Disposer d'une base à jour avec des données de qualité, ça évite d'avoir besoin de recourir à un géomètre. Donc on a chiffré tout ça de manière très précise, très rigoureuse. Et alors on l'espère, puisque la base est aujourd'hui à disposition. Donc on va voir si cette promesse-là advient dans les années qui viennent. Mais c'est de l'ordre sur cette fonction de base, qui est pas quand même extraordinaire, d'avoir à disposition en quelques clics tous les plans dont j'ai besoin pour faire des travaux, pour mettre en vente, pour refaire un hall d'entrée. C'est une économie de l'ordre de 500 000 €. Mais malgré tout, en mettant tout un peu dans la balance, ça reste anecdotique finalement par rapport au coût que ça représente Alors, sur l'aspect BIM exploitation, BIM gestion, c'est cette économie-là. Le premier cas d'usage, à mettre en rapport avec l'investissement qu'on a fait pour se doter de cette base de données qui est de l'ordre de 8 millions €. Alors si on remet tout ça en mètres carrés, j'ai fait le calcul tout à l'heure en écoutant c'est le coût d'acquisition et de mise à disposition de la donnée, toutes dépenses confondues, dépenses internes, dépenses externes, y inclut la formation des 2000 collaborateurs de 3F, c'est 1,30 € TTC par mètre carré. Coût d'acquisition et de mise à disposition de la donnée dont on a besoin. On n'est pas exploitant, on n'est pas mainteneur. Il faut aussi repréciser ça, toujours préciser d'où on parle. Moi, je suis gestionnaire. Donc, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir la chaudière pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai simplement besoin de savoir que j'ai une chaudière, éventuellement de telle marque, et cette chaudière, elle a été posée à telle date chez Mme Michu. Et alors, autre calcul que je faisais tout à l'heure, donc coût d'acquisition et de mise à disposition de la donnée, 1,30 € TTC par mètre carré. Le coût d'entretien de cette donnée, il est de l'ordre de 10 centimes par an et par mètre carré. D'accord. On parlait tout à l'heure avec Habitat 76 de la notion d'impact environnemental, de gain, d'économie d'échelle en matière de performance énergétique, etc. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est une réflexion qui est plus évidente, un lien plus évident entre le BIM et cet enjeu-là, finalement, si on veut parler de coût global à venir. Voilà. Donc là, si on regarde l'aspect BIM, conception, construction, nous, on s'est lancé là-dedans. Je vais finir mon septennat de BIM, puisque j'ai pris mes fonctions le 1er décembre 2014. Donc j'ai bientôt 7 ans de BIM derrière moi, sans être passé par l'école d'Olivier. Sur l'aspect conception-construction, on est passé par tous les hauts et tous les bas. L'excitation initiale de l'ouverture de la première maquette, la déception des premiers résultats, guère convaincants. Voilà, on est passé par tous ces sentiments-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a un niveau de maturité, mais qui est partagé par l'ensemble des intervenants qui ont témoigné aujourd'hui. On est plus concret, plus pragmatique, on sait ce qu'on veut. On a revu là en profondeur notre cahier des charges pour le focaliser sur un socle de cas d'usage, 4 cas d'usage. On ne va pas sur la Lune avec ça. 4 cas d'usage et des choses assez basiques. L'utilisation des maquettes lors des revues de projet AVP et Pro.
Et là, on fait, sur la base de ces maquettes, notre job de maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on regarde les surfaces, on regarde un certain nombre de choses. Deuxième cas d'usage, l'utilisation de la maquette pour produire un témoin virtuel, un logement, un hall d'entrée, un espace d'accueil gardien, un local technique. Ça marche très très bien. Troisième cas d'usage, l'après-synthèse technique en conception. Là aussi, c'est un usage assez facile à mettre en œuvre et qui apporte beaucoup. Et puis enfin, puisqu'il y a eu un travail de production de maquettes pendant la conception, ce travail-là, on le met à disposition dans le dossier de consultation des entreprises. Donc on a réduit finalement le périmètre sur quelque chose d'extrêmement simple, ce qui permet d'industrialiser aussi les choses. Et vous voyez que là-dedans, le BIM exécution, c'est optionnel finalement, parce qu'aujourd'hui, on considère que les entreprises avec lesquelles on travaille, pourtant elles ne sont pas manchottes, elles ne sont pas encore tout à fait mûres pour que ça amène un véritable intérêt. Alors 4 usages, un socle de 4 usages, des choses basiques, mais qui amènent déjà au projet, à la qualité du projet, à la qualité du process. Mais on n'est pas encore au bout finalement. D'accord. On est au pied du mur finalement dans la filière. On ne va pas se refaire le discours. Il faut décarboner, il faut penser au confort d'été, il faut penser à la performance d'hiver, il faut penser aux papillons et aux escargots. Voilà, il faut penser à tout ça aujourd'hui. Et construire, ça devient de plus en plus compliqué. La meilleure construction, c'est celle qu'on ne fait pas si on veut répondre à l'ensemble des exigences et des engagements. Bon, pour autant, il y a des besoins sociétaux et donc il faut construire. Donc, pour trouver la meilleure des solutions, ou en tout cas la moins pire, c'est un jeu à exigences multiples qui est compliqué à résoudre pour les maîtres d'œuvre. On viendra. Et comment on fait quoi et pour faire, il faut utiliser les outils digitaux à notre disposition. Ce jeu à exigences multiples, on y reviendra notamment pour revenir avec vous sur la notion de coût et peut-être d'impact dans leur globalité et comment les anticiper. Patrick Delaporte, la rentabilité, elle se situe où pour vous au regard de ce qu'on peut faire avec le BIM? Je crois qu'il faut mettre les choses en perspective, à la fois dans le temps, ce que l'on ne fait pas assez. Je prends pour exemple la HQE. La HQE qui a commencé à se mettre en place réellement à la fin des années 90 a mis 10 à 15 ans avant de disparaître, à savoir complètement intégrée au processus général de conception, exploitation, maintenance, y compris derrière avec les volets réglementaires qui ont suivi et qui ont renforcé la démarche. Le BIM, 2014, pour l'impulsion maximale donnée par les pouvoirs publics. Donc on est encore très près du démarrage du BIM. Donc on ne peut pas avoir des réflexions générales qui s'appliquent à l'ensemble des cas. C'est trop court-termiste pour l'instant? C'est trop court-termiste et, comme dit très justement Olivier, il faut voir cela de manière assez égoïste, en fonction des décompositions. Alors, qu'est-ce que le BIM? Ce sont 3 piliers. Maquette 3D, visualisation, cœur de données et système de management. Et on ne peut pas analyser la rentabilité de la même manière, aujourd'hui, selon le pilier que l'on regarde. Vous pouvez nous les détailler un peu, ces 3 piliers? En ce qui concerne la visualisation 3D, on peut faire du BIM quasiment zéro en 2D+, pour faire des échanges. Ça, c'est évident, ça se fait très facilement et c'est effectivement un outil formidable de partage. Maintenant, quand on le pousse dans la durée et dans les usages que l'on va pouvoir en faire, pleinement BIM, je reprends une expérience que Julien Mercier a fait dans le Nord pour RTE, qui nous avait tous beaucoup frappés, à savoir la maintenance en site actif de champs de condensateurs. C'est-à-dire que quand on approche à moins d'une certaine distance du condensateur, on est mort. Donc il a modélisé en 3D l'ensemble du champ, et de manière dynamique, et grâce à des procédés de réalité augmentée, permettre aux mainteneurs de se déplacer à l'intérieur du champ pour aller travailler sur les condensateurs inactivés. Donc voilà un des éléments à valeur ajoutée du BIM que l'on aura demain. Et quand je parle
de la partie visualisation augmentée, il est évident, on ne l'a pas encore évoqué, mais tout le monde l'a présent à l'esprit, l'exploitation maintenance en réalité augmentée est quelque chose qui va aller assez vite maintenant. Quand je dis assez vite, c'est dans les 5-10 ans à venir, où le technicien, avec ses lunettes, aura tout le process d'entretien, où les numéros de pièces, ce qu'il doit prendre dans sa trousse, le composant à changer, seront prêts et il n'aura plus qu'à intervenir. Et sans BIM, on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, on est aujourd'hui à l'orée d'une utilisation à valeur ajoutée en matière de 3D, pour laquelle on en est encore qu'au frémissement. Et le système de management? Alors, avant le système de management, le cœur de données, le cœur de données. Ça a été longuement évoqué. Mais nous, en tant que programmistes et AMO, quel est le problème auquel on est confronté? C'est la ressaisie en permanence de l'information. Et donc, obligatoirement, une dégradation systématique et un coût, un renchérissement dans le processus traditionnel de ressaisie et de vérification, validation des données ressaisies. Et bien évidemment, les données dans le système actuel, on parlait des DCE tout à l'heure, qui sont à la cave, dans une armoire, et qui datent d'il y a 15 ans. Et donc, qui ne reflètent absolument pas la réalité quotidienne. Ça veut dire donc, des énormes manques à gagner aussi là-dessus dans l'état actuel des choses, le manque à gagner est phénoménal. Et à l'Université de Rouen, on avait lancé déjà il y a un certain nombre d'années la possibilité de recueillir des données avant même le BIM pour les mettre à jour de manière systématique dans des outils d'assistance à l'exploitation maintenance. Cela étant, le cœur de données aujourd'hui va être pérenne, fiable, et donc va pouvoir être opposable dans la durée, ce qui n'est absolument pas aujourd'hui. Parce que comment voulez-vous opposer juridiquement en cas de sinistre, etc., des dossiers qui ont 15 ans d'existence et qui ne sont plus actuels? Alors que le cœur de données mis en permanence à jour, accessibilité, on en a longuement parlé, va devenir juridiquement opposable et va changer l'approche en termes de sinistre, en termes de relation à l'assurance. Et enfin, le système de management, on le voit, et je reviens encore sur ce qu'évoque Olivier à propos de l'égoïsme. En fait, on parle beaucoup de nos professions. Mais le BIM, c'est tout à fait autre chose. Ça a été évoqué notamment par Habitat 76, ça a été évoqué par François Comon, etc. Le BIM aujourd'hui n'est qu'une étape intermédiaire vers le SIM, c'est-à-dire l'intégration dans un ensemble territorial plus vaste et à une échelle sociale beaucoup plus vaste. Il était très intéressant. City Information Modeling, c'est ça. Voilà. Oui, c'est-à-dire l'inclusion finalement du BIM dans un système d'information géographique pour former un ensemble accessible en temps réel. Et c'est ce que nous montrait tout à l'heure Habitat 76 avec l'utilisation des vacances, etc. Mais ça peut aller jusqu'à l'interface sociale en disant, en tant que bailleur social, je peux aller voir telle ou telle famille pour leur dire, attention, vous avez un problème là d'exploitation, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous surchauffez, vous consommez trop, donc on est tout à fait dans une autre dimension, qui est la dimension sociale et territoriale, et donc on arrive à une notion qu'évoquait Mike, de coût global très étendu, qu'on n'aborde qu'à peine aujourd'hui. D'accord. On va, avant de creuser et de revenir un peu sur, selon vous, on l'abordera ça en troisième partie, quelles sont les choses à anticiper finalement, à intégrer davantage dès la programmation et dans tout le cycle finalement de vie d'un programme pour améliorer et progresser en matière de rentabilité globale et de coût global étendu. Ça ne sert à rien de parler de rentabilité si on ne peut pas définir ensemble aussi ce qui est le coût.
Hein, la rentabilité est relative à ce que vous pouvez nous partager comme votre vision d'un coût. Je reviens vers vous, Olivier Selnik. Quand on parle de transformation digitale, etc., souvent les entreprises disent les freins, c'est je ne sais pas combien ça va me coûter très cher certainement parce qu'en plus c'est du digital, c'est du numérique, je n'ai pas les compétences, je ne sais pas par quel bout prendre ce sujet, ou si je dois sous-traiter ça, ça va me coûter trop cher. On retrouve souvent les mêmes et on a finalement plein d'indicateurs qui peuvent ramener à des notions de rentabilité derrière tout ça, ou de coûts, de crainte de coûts. Concernant la formation, c'est vraiment votre métier. Est-ce que c'est aujourd'hui encore considéré comme un coût? Est-ce que c'est un frein dans le déploiement du BIM? Oui, on peut penser que la formation est perçue comme le BIM par certains, comme un coût ou une obligation, alors que c'est un investissement. La formation continue, heureusement, s'applique de plus en plus. Les architectes ont l'obligation déontologique de se former 3 jours par an, comme l'ont d'autres professions, les médecins et d'autres. Et j'étais hier en formation, j'ai appris des tas de choses et surtout j'ai passé une journée extrêmement utile avec des confrères et informateurs entre nous. Et ça, on ressort de là en disant... C'est absolument indispensable. Qu'en est-il chez les maîtres d'ouvrage, qui sont ceux qui donnent l'impulsion du marché, etc. Justement, j'allais vous dire que la question est de savoir pour chacun des acteurs de quelle formation a-t-il besoin. J'exclus de cette réflexion à formation à proprement dite sur les outils. Ça, c'est quelques journées à passer à apprendre des outils, c'est quelques journées supplémentaires, voire quelques semaines, pas plus si on a choisi les bons outils pour savoir s'en servir. Si on parle de BIM, de collaboration, de mettre en place toute cette démarche, Christophe encadre une formation essentiellement destinée à des maîtres d'ouvrage pour être un acteur du BIM. C'est une petite dizaine de journées, hein, c'est ça. Le master spécialisé BIM, c'est 1 semaine par mois pendant 1 an. Là, on est un peu à l'autre extrême. Nous venons de faire notre 8e rentrée et avons formé plus de 500 professionnels depuis 2014, qui sont avant tout des gens qui ont déjà un métier, qui sont architectes, qui sont ingénieurs, qui sont maîtres d'ouvrage, qui viennent apprendre ce qu'est le BIM, savoir comment travailler ensemble, comment collaborer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et pour moi, c'est souvent aussi comprendre là où on est et décrypter le monde dans lequel on est. Je prends des chiffres tellement ils me paraissaient ahurissants. J'ai présenté une slide le premier jour du master en disant la semaine dernière, j'ai vu sur Internet quelqu'un qui semblait apporter un intérêt et un crédit au BIM, qui disait c'est génial, selon une étude américaine, le BIM conception permet d'économiser 30% de temps, donc réduire la phase conception de 30%, et de réduire le coût de conception de 8%. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre et d'expliquer cette réponse en disant c'est complètement idiot, c'est contre-productif. On ne sait pas d'où ça sort, ce n'est pas prouvé, et puis s'il y a encore des gens qui croient ça, ils vont aller dans le mur. On ne gagne pas de temps finalement? On en gagne globalement, ça rejoint le temps global, on pourrait confronter le temps global, le coût global ou la qualité globale. Ouais. Et en tout cas, et ça a été dit tout à l'heure par mon confrère, au moins en phase conception, idéalement, il faudra avoir plus de temps pour que le bâtiment soit mûr, qu'il réponde à toutes les exigences qui ont été rappelées ici par les uns et par les autres. Il faut que plus de gens travaillent mieux pendant plus longtemps en conception. Ça veut dire qu'on va gagner en valeur, en qualité? On va gagner en qualité. On va forcément en temps, quoi. Exactement. On va avoir un projet de meilleure qualité qui sera plus facile à construire puisqu'on aura anticipé tous les éléments et plus simuler ce qui pouvait l'être pour éviter des erreurs de chantier, pour répondre aux usages puisqu'on aura pu confronter le projet à ses futurs usagers. Et sur le temps global du chantier, oui, on aura à ce moment-là un gain. Alors vous qui préparez, enfin qui formez, qui accompagnez des professionnels qui sont censés voilà, soit progresser, soit mettre le pied à l'étrier du BIM dans le cadre de leur profession, est-ce que cette notion de rentabilité, etc., elle est intégrée aujourd'hui dans les formations? Est-ce que c'est quelque chose auquel on acculture ou pas les professionnels? Oui, mais d'une certaine façon, ça ressemble à ce débat ici. On pose la question, on la pose aux uns et aux autres. La réponse qui a été faite par le directeur technique d'une des majors il y a quelques années, et je le rejoins volontiers, c'est dire cette question de rentabilité ou de ROI, je n'ai pas de réponse, et en interne, on me dit que c'est pas un sujet, même on m'interdit d'y réfléchir. Parce que la question ne se pose pas, il faut travailler comme ça. Ne pas travailler avec ces outils, cette méthode, ces collaborations, ce serait absurde. Moi, quand je ne suis pas au master, dans mon agence d'architecture, nous travaillons en maquette numérique depuis que ça existe, depuis le premier logiciel apparu sur le premier Mac en 1984, je n'envisage pas une seconde de travailler autrement. Je ne sais pas quelle est la rentabilité de Word sur un PC, mais je ne vais pas travailler avec une machine à écrire. Alors qu'est-ce qui fait, selon vous, que le temps qu'on va passer en formation,
le temps qu'on va passer à plus à étudier en amont, en phase conception, à anticiper des choses, etc., pour éviter des clashs, pour éviter des écueils organisationnels, etc. Comment expliquez-vous ce que c'est perçu aujourd'hui par les professionnels comme de la perte, de la perte de temps, d'argent finalement? On le disait tout à l'heure, le temps c'est de l'argent, etc. Oui. On connaît tous le dessin. C'est le dessin humoristique qu'on a tous connu et qu'on pratique, qu'on subit, mais qu'on pratique nous-mêmes, de la personne qui a une roue ronde dans les mains et qui veut suggérer aux personnes qui sont en train de pousser dans la boue une charrette avec des roues carrées qu'ils devraient changer, et les autres disent je suis désolé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà, et c'est ça se renouvelle tout le temps. Tout le monde est dans cette situation-là, de pas lever la tête du guidon, de pas avoir le temps de gagner du temps. Et on essaye de rompre ce paradoxe. C'est aussi pour ça qu'il faut aller petit à petit. Et trouver des moyens progressifs, non pas de vouloir tout faire tout de suite, ça ne marchera jamais, d'arriver avec un petit investissement à gagner du temps. On a peu parlé des entreprises. Peut-être que le premier stade de BIM pour des entreprises, c'est pas de faire une maquette. Christophe nous dit que jusqu'à présent, y compris avec des grosses entreprises, ça n'a pas été très convaincant. Au moins que les entreprises soient capables de comprendre le projet de la maîtrise d'œuvre en ouvrant une maquette au format IFC avec un logiciel de visualisation gratuit, de comprendre le projet, d'en sortir quelques quantités et de faire une offre adaptée. Pour ça, il faut quelques heures de formation, pas plus. Il faut juste accepter de les faire et de changer un petit peu d'angle de vue. Et puis ensuite, on fera davantage. Donc c'est aller progressivement. Mike Sissoung, la notion de coût global étendu, est-ce que ça veut dire qu'on doit, et on peut aujourd'hui envisager, anticiper le coût matériel, logiciel, temporel, financier, humain, et j'en passe. Est-ce que j'ai une vision trop, comment dire, trop terre à terre de cette expression coût global étendu? Non, tout à fait. On peut vraiment tout envisager. Quand on fait, on le fait nous systématiquement, des calculs. Enfin, le calcul en coût global étendu, c'est complexe parce qu'il y a des banques de données qu'on ne possède pas facilement ou qui sont difficiles à acquérir. Bon, en France, on a la chance d'avoir l'INSEE qui nous fournit énormément d'informations que l'on peut récupérer. Mais bon, je dirais que si on se contente déjà de faire un coût global élémentaire, c'est-à-dire de la naissance au décès du bâtiment, à sa déconstruction, donc de la construction à la déconstruction, où on intègre tout, et déjà de penser, ne serait-ce qu'au niveau de la conception, de faire des portes de dimension suffisante pour ne serait-ce que sortir les équipements techniques qu'on doit changer tous les 5 ans, par exemple, alors que le bâtiment, on sait qu'au départ, on le construit pour 50 ans. Donc ça, ce genre de détails, ça paraît ridicule, mais on n'y pense pas forcément. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous... Notre apport dans le domaine, dès qu'on commence à parler coût global, sur des esquisses ou des projets, dès le départ, dès l'amont, on essaye d'imaginer les problèmes de maintenance qu'on va avoir, de maintenabilité, je dirais, pour savoir comment intervenir, comment démonter ci, comment démonter ça. Bon, là, je suis en train de travailler actuellement sur le nouveau lycée international de Vincennes. Et bon, alors, c'est la région Île-de-France qui a donné un cahier des charges très, très pointu. Bon, moi, j'interviens pour le futur mainteneur, donc c'est un PPP. Et sur le futur mainteneur me demande de le prévenir tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Bon, par exemple, on va poser la question. Alors, ils ont fait que des escaliers pour accéder aux différentes toitures, ce qui est parfait, plutôt que de faire des échelles démontables et tout ça. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des pompes à chaleur à certains niveaux. Et toute la façon est de déterminer comment je peux accéder à tel endroit. Là, ils ont mis des bâches à eau pour récupérer les eaux de pluie et tout. Et là, la discussion que j'ai eue dernièrement, c'est parce qu'ils me mettaient toutes les pompes carrément en fond de cuve. Je dis oui, mais qu'est-ce que vous me mettez pour me permettre de retirer les pompes, pour les entretenir, changer les joints? Parce que moi, il va falloir que j'y aille chercher les pompes. S'il faut que je descende dans 10 mètres d'eau, c'est pas possible. Et c'est ce genre de détails, ce genre d'approche, et le coût global élémentaire, c'est d'intégrer dès le départ tout ce qu'on va avoir comme travaux futurs. Et bon, par exemple, quelque chose qui est assez récurrent, c'est les mails de circulation des grands centres commerciaux. Je me souviens, j'étais à bureau de contrôle à l'époque et on avait une mission coût global. Et le maître d'ouvrage m'appelle, il était avec l'architecte, il dit « Monsieur Sissoung, vous avez une mission coût global, votre collègue m'a vendu ça ». Je dis « Oui, très bien ». Mais il me dit « Vous venez à la première réunion, là on a une réunion pour parler de ce que l'on va faire dans les mails de circulation ». Alors il me dit, bon, avec monsieur l'architecte, on a décidé de ce qu'on allait faire, mais bon, vous, en coût global, qu'est-ce que vous metteriez dans les mails de circulation? Bon, ben, je lui dis, écoutez, ça c'est assez simple, au niveau coût global, c'est pas compliqué, vous mettez du marbre, 3 cm d'épaisseur, c'est parfait. La réponse du maître d'ouvrage, monsieur Sissoung, on n'est pas en Arabie Saoudite ici, on est à Nancy. Hein.
pour le Saint-Sébastien. Donc ils m'ont pas écouté. Alors j'ai quand même demandé qu'on note le truc et il m'a dit non. Et on a discuté avec l'architecte. Vous avez été pris au sérieux ou pas quand vous avez dit pas ça? Du tout. Ils ont rigolé. Et donc ils ont mis en place de la terre cuite émaillée. C'est magnifique. C'est très joli. Je dis pas au niveau décoratif, c'était parfait. Tout était parfait. Sauf que 3 ans après, le maître d'ouvrage m'a rappelé, on me dit Sissoung, j'ai compris ce que c'était le coût global. Parce que la terre cuite émaillée. Moi j'habitais Nancy, j'allais faire mes courses. Les parcs étaient sur le Saint-Sébastien, les parcs de stationnement sont au-dessus. Et en hiver, vous avez du verglas, de la glace, etc. Et quand vous descendez dans votre centre commercial, poussez votre caddie, il y a la neige, il y a le sel, ça fait éclater les mailles. Les mailles retirées, les chariots sur la terre cuite, ça fait des creux, des sillons. 3 ans après, ils ont tout refait, quoi. Et il m'a dit, j'ai compris, on met du marbre 3 cm, 30 ans, pardon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le BIM, on ne peut pas modéliser et scénariser? Ça, on peut le faire. Scénariser, c'est différents scénarios avec différents types de matériaux, avec ce qu'on appelle de l'asset management. On se projette sur différents cas d'usage. On fait, ce que l'on fait nous de façon récurrente quand on fait ce qu'on appelle un audit d'acquisition, des due diligence, on donne un plan à 20 ou 30 ans. Alors 10, 20 ou 30 ans, ça dépend du maître d'ouvrage, mais c'est ce qu'on avait fait à l'époque avec Rodamco pour tous les grands centres commerciaux qu'ils avaient rachetés, donc Paris 2, Vélizy 2, donc Rouen, Saint-Sever, etc. Et quand on leur a dit, voilà ce que vous allez dépenser dans les 10 prochaines années, en tenant compte de la réglementation, en tenant compte de l'évolution de l'environnement, enfin tous ces éléments-là, et on leur dit, voilà ce que ça va coûter. Alors après, ils comparent par rapport aux recettes propres du centre commercial, et ils regardent si ils prennent un crédit, pas un crédit, comment ils font. L'objectif, si vous voulez, de l'analyse en coût global, c'est de maintenir votre patrimoine dans le marché. C'est-à-dire que si vous voulez le vendre, vous le vendez impeccablement. Si quelqu'un s'en va et quelqu'un d'autre revient, il pourra l'occuper sans problème. Et c'est ça l'objectif. C'est pas faire du neuf tout le temps. Non, non. C'est le maintenir à un niveau du marché. D'accord. Christophe Lheureux, chez vous, maître d'ouvrage, ça a coûté combien déjà, le BIM, depuis quand, rappelez-nous? Et puis, vous avez réussi à estimer le coût que ça représente? Ou alors le coût moyen par an Oui. Alors, on a lancé notre toute première opération en construction neuve, c'était en 2014. Et aujourd'hui, on est à plus de 100 opérations. Et depuis le 1er janvier 2021, toutes nos opérations partent en BIM. Voilà. En Ile-de-France. En Ile-de-France, sur ce socle des 4 usages dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui dit aussi que si vous, maître d'œuvre, si vous, entreprise, vous ne faites pas de BIM, vous ne travaillez plus pour 3F. C'est ça que ça veut dire en creux. Oui. Donc aujourd'hui, ça n'est que pour l'Île-de-France, mais on travaille au corps nos filiales, en particulier Immobilière Bassène, qui n'est pas très loin d'ici, et qui bientôt va aussi se fixer ce même objectif. Donc si vous souhaitez continuer encore à travailler pour un maître d'ouvrage comme 3F, il faudra y passer. C'est vrai aussi pour les artisans? Sur de l'exploitation? Non, alors, je pense qu'on partage tout ça autour de la table. Aujourd'hui, tout ça est encore très bienveillant. Il n'y a pas d'obligation réglementaire à faire. Mais ça va arriver, ça Non, c'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans l'air du temps du tout. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de bienveillance et je pense qu'on a aussi beaucoup parlé de collaboration. Et la collaboration, ça démarre au début du projet, finalement, quand on se retrouve avec la maîtrise d'œuvre qui a été désignée, où finalement le maître d'ouvrage redit ses exigences, redit son ambition, redonne ses objectifs, et puis là en face, la maîtrise d'œuvre qui dit voilà comment je vois les choses, voilà ce que je sais faire, ce que je sais pas faire, et la collaboration elle démarre là finalement aussi, et le maître d'ouvrage qu'on est, mais je pense que ça vaut pour beaucoup de maîtres d'ouvrage, on est capable d'entendre en face de nous une maîtrise d'œuvre qui dit voilà, je démarre, c'est ma première opération, et pour beaucoup de maîtrises d'œuvre, c'est encore aujourd'hui en 2021 leur première opération, et on est capable aussi, je crois, d'ajuster cette ambition. On est dans un processus d'apprentissage collectif. Ça a été dit tout à l'heure par Patrick, et on est au début d'une histoire. Et il faudra une génération, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faudra une génération pour que ça bascule. On est au début de quelque chose où on apprend tous ensemble à essayer de fabriquer un truc, là, dont on espère demain que ça va répondre à ces enjeux, ces ambitions que vous évoquiez sur le coût global, sur la performance thermique, sur la biodiversité, sur tout ça. Alors, on l'évoquait avec Mike Sissoung, il y a une question aussi d'acculturation à cette notion de rentabilité, etc. On reproche souvent, on l'a vu, on le voit, on reproche souvent la maîtrise d'ouvrage quand un projet BIM ne se passe pas comme il aurait pu se passer mieux, etc., de ne pas avoir suffisamment défini et partagé ses objectifs à l'origine du projet. Est-ce que vous, quand vous définissez un programme, vous communiquez,
sensibiliser à la notion de rentabilité aussi recherchée au travers d'un programme? Non, ou est-ce que c'est des choses qui sont envisageables demain? Non, on ne rentre pas sur le sujet par la notion de rentabilité. Est-ce que on est sur l'utilité, ouais. Chercher à ce que soit utile la qualité. Pour nous, bien évidemment, maître d'ouvrage. Et nous, ce qui nous importe, c'est d'abord une maquette numérique bien fichue, bien modélisée, bien renseignée, dont on pourra faire quelque chose. Tout le bric-à-brac méthodologique, technique, mise en œuvre par la maîtrise d'œuvre, on va dire que je m'en fiche, mais presque. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la maquette et ce que je vais pouvoir en faire. Ouais. Non, cette notion de rentabilité, elle ne rentre pas dans les débats. On est à la recherche, mais ça a été dit à plusieurs reprises, à la recherche d'un truc qui va nous servir collectivement et individuellement. Collectivement et individuellement. La notion de long terme, Patrick Delaporte, sur voilà, l'évaluation de ses coûts, c'est faisable? Comment on peut se projeter comme ça sur du long terme, envisager? On a vu des scénarisations, de l'asset management, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, on en est où de cette capacité à se projeter sur du coût global? La première des choses, beaucoup d'éléments de coût, ils ont pratiquement tous été évoqués pour les principaux, en tout état de cause, pour moi, ne sont pas des coûts liés au BIM. Ce sont des coûts de rattrapage du management d'une profession qui a, comme disait fort justement Mike tout à l'heure, des siècles de retard par rapport au reste de l'industrie. Et c'est vrai, en particulier dans le domaine du management, et qui dit management dit formation, bien évidemment, aux outils. Donc, quand on commence à regarder la transformation de l'économie de l'immobilier vers une économie plus moderne de type industriel, on regarde les coûts d'une autre manière. Puisque ce ne sont pas des coûts supplémentaires, ce sont des coûts qu'on aurait dû déjà engager d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une première réflexion. Ensuite, sur les coûts, il y a un autre aspect qui est la répartition. Alors ça a été longuement évoqué par les différents intervenants précédents, la répartition de la structure des dépenses. Et là, pourquoi est-ce que l'on doit payer plus en amont? Ça a été évoqué, on y reviendra dessus encore. C'est parce que plus on travaille en amont, et plus l'effet de levier sur les dépenses aval est important. Quand vous avez à changer un ensemble de portes ou de fenêtres dans une façade au stade esquisse en BIM, c'est fait une fois pour toutes, vous changez tout d'un coup. À condition que tous les éléments aient été bien qualifiés dans la maquette au démarrage. Enfin voilà, on l'évoquait. Oui, mais vous avez aussi... Il y a un investissement de départ en temps pour faire de la qualité. Vous avez même des éléments disponibles quasiment gratuitement sur le net. Mais quand vous changez au stade esquisse, l'impact financier est très faible. Imaginez que vous ayez à changer au stade APD, vous avez déjà beaucoup plus d'efforts, donc de coûts à faire. Et si par hasard, vous faites ça sur le chantier, l'effort financier en temps, etc., est considérable. Donc la structure des coûts que permet, la structure de la valorisation financière que permet le BIM est absolument considérable quand on se met en amont. Donc plus on va les considérer tôt, moins ils vont coûter cher. C'est évident. C'est absolument évident. Et alors là, je parle sous contrôle de Mike, parce que c'est vraiment la notion de coût global absolu. Vous connaissez bien les deux courbes. Bon, c'est l'effet papillon, en fait, d'une certaine manière. Donc, à partir de là, vous pouvez travailler, on y reviendra, sur les notions de faisabilité de scénarii qui ont été évoquées. Mais tout cela implique que le maître d'ouvrage, qui est fort peu encore sensibilisé à la question, accepte de payer plus en amont. Nous avons, pour le commissariat à l'énergie atomique, été obligés d'annuler une consultation qui était aboutie de maître d'œuvre, parce que le département dit acheteur, qui est en fait le département des marchés publics, ne voulait pas anticiper la structure, la nouvelle structure des coûts de la maîtrise d'œuvre, en disant vous allez payer plus à l'esquisse et moins
à l'APD et aux pros. Ils nous ont dit ça ne se fait pas. Il y a la loi, je ne sais pas quelle loi, mais c'est pas possible. D'accord. Le poids des... Oui, alors, Christophe Leray, Max Sissoung, alors peut-être d'abord Max Sissoung, vous vouliez réagir à ce que disait... Oui, je dirais qu'il y a... Enfin, dans l'immobilier, il y a quand même quelque chose qui commence... Enfin, qui frémit, mais... je dirais c'est effectivement la construction hors site. Sur la construction hors site, vous vous retrouvez dans une démarche de type industriel, et donc là, une maîtrise des coûts, de la technique et de la qualité qui avance très bien. Alors évidemment, ça se fait beaucoup aujourd'hui pour des bâtiments répétitifs de type effectivement logement, hôtellerie, chambre d'étudiants, mais on arrive à faire vraiment de très très jolies choses et on le voit de plus en plus. Alors bon, bien sûr, c'est les Anglais qui, bon, Londres étant, ils trouvent des systèmes constructifs de ce type pour rajouter des hauteurs à leur maison, mais effectivement, la construction hors site devient quelque chose de... Alors effectivement, c'est plus cher à l'investissement, mais vous gagnez 1 an et demi, voire 2 ans de location. Faites le calcul, en coût global, c'est intéressant. Christophe Leray. Oui, sur l'aspect combien ça coûte, nous, ce qu'on paye en tant que maître d'ouvrage, parce qu'à la fin, c'est toujours le maître d'ouvrage qui paye. C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Sur une facture d'honoraires, quand on est en BIM, il y a 2 lignes en plus, parfois. Il y a une ligne liée au BIM management. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Il y a un gars, une nana qui passe des heures, des jours à organiser tout le bazar. Là. Utile ? Valeur ajoutée ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on est dans une phase de transition. Il faut que les acteurs, sa culture, se forment. Donc c'est une vraie compétence clé. On a mis beaucoup de temps, nous, à se faire une idée juste du coût du BIM management, de ce que devait ça représenter. Et finalement, le retour d'expérience montre que sur la phase conception, puisque c'est mon sujet, c'est la phase conception, le BIM management, c'est de l'ordre de 1% du montant des travaux, à peu près. D'accord. À peu près, hein. En fonction des opérations, ça peut varier un petit peu, mais c'est de cet ordre-là. Avec un impact fort sur cette phase, quand même. C'est ce qu'on... Oui. Alors, avec une interrogation, mais que je partage avec vous, qui est parfois le rôle du BIM manager, on se demande ce qu'il fait dans l'équipe. Hein. C'est aussi des métiers qui ont du mal à trouver leur place dans les équipes projets. Vous voulez dire aussi qu'il y a BIM manager et BIM manager ? On va le dire comme ça. D'accord, ouais. Bon. On va le dire comme ça. On parlera peut-être des compétences et des métiers, de ces compétences-là après avec vous. Et puis une ligne, ou une fausse vraie ligne qui est aussi parfois dans les notes horaires, c'est un surcoût demandé par la maîtrise d'œuvre parce qu'on lui demande de faire du BIM. Bon, et là, il peut y avoir débat. Est-ce que ce surcoût d'honoraires de l'architecte ou du bureau d'études est justifié ? Hors BIM management, j'entends. Ça peut poser question. Mais on a l'habitude de dire, on est nuancé par rapport à ça, on a l'habitude de dire à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que si on demande une maquette numérique qui est guère plus renseignée que ce que font les maîtres d'œuvre habituellement quand ils dessinent en 2D, il n'y a pas de raison de leur donner plus d'honoraires. Bon. Par contre, si on leur demande de remplir une maquette avec une liste de données longue comme le bras, là, il y a du boulot. Et qui ne dépendent pas forcément que d'eux. Si, enfin, je sais pas. Si, la maquette est renseignée par les maîtres d'œuvre. Donc, oui. Donc là, il peut y avoir discussion et ça renvoie aux usages de la maquette, ce qu'on demande à voir, nous, en tant que maître d'ouvrage dans la maquette. Si on ne demande pas plus que sur un autre projet, quid de ces honoraires supplémentaires ? Si on leur demande plus, là, il y a discussion et en général, elle est en faveur du maître d'œuvre. Et au-delà d'avoir calculé ce que ça représente en termes de coûts, le BIM management, les intervenants qui vont mettre en œuvre le BIM ou le concevoir, est-ce que vous avez aussi essayé est-ce que vous avez suffisamment de recul pour calculer la rentabilité de ça? On est dans de l'immatériel un petit peu, on est dans du... Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut quantifier le non matériel en termes de rentabilité? Alors, on peut parfois quantifier des problèmes qu'on n'a pas. Oui, on sait que certains maîtres d'ouvrage, c'est vrai de certains promoteurs notamment, mais je suppose que c'est la même chose chez toi, quantifient des aléas. Ont dans les dépenses prévisibles quelques pourcents prévus pour les aléas, en se disant il va forcément se passer quelque chose. Et l'un des paris ou l'un des raisonnements, c'est de dire si on piquait un peu à l'avance dans cette bourse d'aléas, si on pique 1 ou 2% et qu'on les donne en amont, notamment à la maîtrise d'œuvre, pour mettre en place un processus de travail efficace, collaboratif, qui vise à ôter ces aléas, peut-être que si on donne 1 ou 2%, on va s'épargner derrière 2 ou 3%. Et ce raisonnement-là, certains commencent à dire ah oui, effectivement. Après, c'est des questions de trésorerie. D'accord. Max Sissoung, vous vouliez réagir? Oui, c'est effectivement ce que j'allais dire. Il y a des aléas qui sont prévus de façon systématique dans tous les projets. Ouais. Et effectivement, il y a, du fait de cette interface qui n'existe plus et qui est beaucoup plus, je dirais, fluide,
va permettre effectivement de faire des gains. On n'aura pas les aléas qu'on avait habituellement. Mais ça, demain, avec des algorithmes, en mettant dans la même boîte X scénarios réels qui ont eu lieu avec des analyses en termes d'impact, de coûts, est-ce que demain, on sera capacité peut-être d'anticiper, de scénariser finalement sur la base, c'est ce qu'on appelle le machine learning, hein. Est-ce que demain, une intelligence artificielle sera capable de vous aider avec des retours d'expérience, hein, des centaines de milliers comme on aura pu en avoir aujourd'hui. Si on sait analyser et anticiper les aléas éventuels dus à l'intelligence artificielle, pourquoi pas? Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Non, mais là, vous posez une question intéressante qui est celle des outils. Et si on regarde aujourd'hui les outils du maître d'ouvrage, je parle encore là du maître d'ouvrage, c'est du grand bricolage, du grand n'importe quoi. Enfin, on a un viewer dont tout le monde s'exclame, on a un viewer mais qui fait rien du tout. Un viewer, ça sert absolument à rien. Enfin, bon. Et puis on a un checker. Enfin, il y a un checker sur le marché qui s'appelle SolibreOffice, qui est payant. Il faut 10 jours de formation pour le faire fonctionner. Donc on a des outils, nous, en tant que maître d'ouvrage, qui sont des outils de nulos. Enfin, voilà. Mon rêve, moi, en tant que maître d'ouvrage... Allez quand même travailler dans la maîtrise d'ouvrage. Hein. Oui, c'est sympa quand même. Hein. Non, mais on peut extraire des données, mais après, il faut les retravailler sur Excel. Il faut être un pro du tableau croisé dynamique, n'est-ce pas, Olivier, du contrôle-V, du contrôlage, quoi. Enfin, et nos chefs de projet construction, en moyenne, un chef de projet construction, chez 3F, c'est 15 opérations en portefeuille. Il n'a pas le temps de faire du alt-tab à s'amuser entre le viewer. Il n'a pas le temps, c'est pas ça son job. Et donc aujourd'hui, on est quand même à poil par rapport aux outils, et le monde de l'édition logicielle ne semble pas beaucoup s'intéresser au métier du maître d'ouvrage. Alors il y a bien quelques startups, il y a BIMdata.io, il y a ServeUp, il y a des gens qui s'intéressent un peu au métier du maître d'ouvrage. Mais mon rêve, moi, en tant que maître d'ouvrage, c'est un système basé sur la maquette numérique, parce que la maquette numérique, c'est quand même la base de données, le réservoir des données qui vont être utiles. Et derrière cette base de données, on a un tableau de bord qui sort quelques grands indicateurs, un tableau de surface, un coût de construction, un coût global, une performance thermique, un coefficient de biotope, etc., etc. Mais de manière simple, sans... Alors, ne me dites pas, ah mais si, Revit 2023 va faire ça. Ne me dites pas ça, parce que c'est ce que on me rétorque à chaque fois que je dis ça. Mais c'est ça ce dont on a besoin. Le maître d'ouvrage, c'est un métier très bizarre. Je pense que sur une opération, c'est le seul à peu près à s'intéresser à toutes les dimensions d'un projet, sans être spécialiste de rien. Donc il lui faut un outil qui lui permette d'avoir une vue globale de son projet avec ses grands indicateurs et qui lui permette de prendre les bonnes décisions. Et rêve ultime, c'est je change cette fenêtre triple vitrage par une fenêtre pariétodynamique. Quel impact sur mon coût global? Quel impact sur ma performance thermique? C'est ça dont j'ai besoin moi et qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Peut-être aussi parce que vous avez une responsabilité globale. Bien évidemment. C'est ça aussi qui fait que vous vous y intéressez peut-être davantage. Je voudrais qu'on... Voilà, pour se projeter un petit peu en démarche de progrès, on a fait un constat que ce n'était pas évident, qu'il y avait plein d'éléments qui pouvaient entrer en compte en matière de formation, en matière d'outils, en matière de capacité ou pas à anticiper et à s'intégrer dans une temporalité plus ou moins rentable ou plus ou moins cette capacité à se projeter. Quels sont selon vous les éléments qu'il faudrait davantage prendre en compte aujourd'hui et demain, dès la programmation, pour définir et piloter des objectifs de rentabilité, d'une part, au sens financier du terme, on en parle quand même, mais aussi global. Depuis tout à l'heure, on est sorti du périmètre uniquement financier, on a parlé d'impact environnemental, on a parlé d'impact sur l'expertise, enfin l'expérience, l'usage, on a parlé, etc. Alors, peut-être d'abord financièrement, sur l'impact, sur la notion de rentabilité financière. Qu'est-ce qui manque selon vous aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on pourrait ajouter demain dès la programmation? Alors Patrick, peut-être pour commencer, pour progresser en la matière et j'ai envie de dire collectivement, parce que là, voilà, on n'a pas eu de discours trop cloisonné entre spécialistes. On a eu quand même, c'était assez intéressant d'avoir cette vision assez transversale. Toujours dans cet esprit. Je vais faire bondir Olivier. J'adore. Je rappelle qu'en l'an 2000. Un de tes célèbres confrères de grande notoriété a commencé son discours inaugural des Journées de l'architecture en disant « Le bon maître d'ouvrage, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il veut ». L'an 2000. Et 18 ans après, quand on a travaillé, Julien, sur les travaux de mise au point de BIM for Value dans le cadre du PTNB, un des grands majors volets immobiliers
a dit « Mais pourquoi est-ce que l'on programme? Vous m'emmerdez. Moi, quand j'ai des logements à faire, j'appelle un architecte et je lui dis « Je veux 200 T2, 500 T3, démerde-toi. » On était dans le cadre de travaux BIM for Value, donc plan de transition numérique du bâtiment. 2018. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire alors? Non, alors, je rejoins très à la place, exactement. On a bien compris le contre-exemple. Pour avancer dans... Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire en opposition ou peut-être en relativisant cette approche? Je rejoins tout à fait Christophe sur la question. En fait, nous, les assistants maîtres d'ouvrage, nous sommes intellectuellement et en termes d'outils très peu outillés pour assister les maîtres d'ouvrage, lesquels, comme je le disais à l'instant, sont pour beaucoup d'entre eux encore au Moyen-Âge. Par conséquent, le prochain effort que l'on devrait faire en la matière est la formation de la maîtrise d'ouvrage à anticiper, à réaliser des scénarios et à travailler sur de la faisabilité. Je suis administrateur d'un CAUE que je ne nommerai pas. Quand je dis, les CAUE ont comme vocation donc d'assister les collectivités sur leurs opérations immobilières. Quand je leur dis priorité, former les maîtres d'ouvrage à la commande, on me dit ce n'est pas le problème, on va les former à l'architecture. Donc on est encore dans un monde aujourd'hui où on a énormément de franchissements à réaliser pour arriver à une maîtrise des outils nouveaux comme le BIM, la transition numérique, les systèmes de management. Et encore une fois, dans la durée, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, que faut-il faire? Juste un exemple. Un seul exemple. Et ensuite... Toujours pour le CEA. Nous avions eu à programmer un bâtiment de 11 000 m² hyper technique en matière scientifique. Et donc avec un tas de laboratoires différents, avec des contraintes phénoménales. Rénovation, restructuration. Au stade de la programmation, nous avons fait une faisabilité avec scénarii au stade APD, à partir d'une maquette BIM que nous avions nous-mêmes constituée en tant que programmistes. Sans qu'elle soit demandée? C'était votre approche. Ouais. Nous l'avions proposé aux maîtres d'ouvrage. Pourquoi? Parce que il y avait 120 Sorbonnes. Chaque Sorbonne va consommer des milliers de litres d'air à l'heure. Tout cela demande des tuyauteries, etc. C'était hyper complexe dans le cas précis de restructuration d'un bâtiment existant. Donc, l'anticipation des problèmes ne doit pas être limitée, comme disait ce major, 200 T2 et démerdez-vous. L'anticipation des problèmes, si on veut correctement travailler en aval, en BIM, passe par une appropriation à l'échelle amont de la part du maître d'ouvrage et de ses assistants de l'ensemble des éléments qui permettent de travailler la faisabilité, notamment le coût approximatif, puisque au stade APD, Mike, évidemment, on a fait un chiffrage et on a regardé la faisabilité comparative de pouvoir faire des extensions, de rester à l'intérieur à cause de permis de construire, pas permis de construire, etc. Mais là, c'est le boulot du maître d'ouvrage et de son assistant d'aller jusqu'au bout. Et l'outil BIM est un outil phénoménal pour pouvoir le faire. Alors, pas seulement, bien évidemment, sous un aspect visualisation, mais également la constitution préalable de la base de données où chacun des éléments d'équipement était identifié dans la maquette, comme le mobilier l'est couramment dans des opérations tertiaires, identifié par son appartenance, identifié par ses caractéristiques, par ses performances, par ses appels au bâti. Donc, ça doit pouvoir être fait. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais c'est une condition préalable pour pouvoir pleinement avancer dans le BIM. Donc ça a aussi été utilisé comme un outil de modélisation et de scénarisation financière. C'est l'objectif du BIM, c'est une de ses capacités principales. On a parlé de formation, Mike Sisung. Tout à l'heure, juste pour quand même y revenir, pardon, Olivier Sénic, pardon, j'ai du mal à vous...
on disait tout à l'heure, il y a BIM Manager et BIM Manager. Alors, au-delà du métier de BIM Manager, parce qu'il y a plein de métiers dédiés au BIM, aujourd'hui, la formation au BIM, est-ce qu'elle intègre les notions qu'on évoquait tout à l'heure? Peut-être vous aviez calculé leur coût, hein, la notion de management. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des compétences techniques, aujourd'hui, il n'y a pas un manque à gagner aussi dans le manque de compétences de soft skills, comme on dit. Un bon BIM manager ou c'est quelqu'un qui doit avant tout piloter, être maître chef d'orchestre d'un processus collaboratif et humain. Et est-ce qu'on peut ne pas être le meilleur technicien du monde, mais être le pire manager de ce type de projet? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans vos formations, il y a un manque à gagner aussi en matière de rentabilité de la formation, en tout cas de valeur de la formation? En tout cas, la formation repose avant tout sur des questions humaines, effectivement. On met de côté les aspects techniques. On est plusieurs à avoir forgé une formule dans ces premières années du BIM, qui vaut sur le BIM en tant que tel ou sur la formation aussi. Le BIM, c'est 20% de technique, 80% d'humain. Pour dire que les questions de logiciel, d'interface et d'autres, ça existe. Sans ça, il ne se passe rien. C'est un peu comme les fondations d'un bâtiment. Sans fondation ou sans bonne fondation, il ne se passe pas grand-chose, mais on les cache. Et puis ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au-dessus. Donc ce sont effectivement avant tout des compétences humaines, de management de projets qu'on rappelle ou qu'on apprend à ceux qui ne les ont pas, de management d'équipe, de collaboration, d'apprendre à tous ces professionnels à se connaître les uns les autres et à savoir travailler ensemble. Mais concrètement, dans les programmes, on ne le voit pas, ça. On voit c'est plus la Pareto et plus du côté de la technique sur les programmes de formation. Ça dépend dans quel programme. Non, dans le cadre de notre formation. D'accord. C'est une idée reçue. L'un des problèmes, c'est de se tromper ou c'est de prendre au pied de la lettre. Il y a beaucoup d'erreurs ou d'esbroufs autour du BIM, mais on essaye les uns et les autres de ramener un peu de raison là-dedans. Si on va sur une formation BIM qui a ce titre et qui n'est qu'une formation de logiciel X ou Y, c'est de la publicité mensongère. D'accord, ok. Si on va suivre une formation qui parle de collaboration, d'échange et qui s'appuie sur des outils techniques et sur des processus formalisés, là, on est du bon côté. Donc c'est vraiment ces questions-là qui sont importantes. Vous pourrez réagir juste après, Mike. Mais juste, je vous repose la même question qu'à Patrick, parce que c'est juste avant la conclusion, on va bientôt y arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter, selon vous, ou intégrer davantage en phase programmation? Alors, en lien à la formation, ou plus globalement, pour progresser en matière de rentabilité et de coût global étendu. Ça a été un peu dit. À mon sens, c'est d'essayer de mettre les questions dans le bon ordre, de se dire la question du combien ça coûte ou combien ça rapporte, on la voit à la fin. La question du comment on fait, quel logiciel, quelle formalisation, ça vient peut-être au milieu. La première question, ça a été évoqué, c'est pourquoi on fait tout ça. Si on sait le dire, si on sait se faire comprendre, et si la réponse est pertinente, correctement dimensionnée, on a eu tout à l'heure des exemples de BIM peut-être avec les curseurs poussés à fond. Pour moi, la vraie valeur, c'est de trouver à quel endroit on met le curseur, et aussi de se dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on écrive avec les meilleures chartes et cahiers des charges, en vrai de vrai, le BIM qu'on aura, c'est celui que les gens autour de la table arriveront à faire, sauront faire, voudront bien faire. Donc c'est identifier ce point-là, et puis éventuellement s'adapter en cours de route. Je vous fais encore un petit détour, parce que le lien sera très direct avec ce qu'on s'est dit aussi en préparation, Christophe Lheureux, et avec ce que vient de dire Olivier. Des objectifs clairs, et j'ai envie de dire aussi des objectifs atteignables. Vous m'avez dit, il ne faut pas qu'on demande tout et n'importe quoi, qu'on demande la Lune. Sur nos toutes premières opérations, on faisait la liste à l'après-vert. Enfin, il y avait tous les objectifs, maîtrise des coûts, maîtrise du process, amélioration de la qualité. Enfin, comme François, quand il a fait son cahier des charges, il y avait tout. Bon, ça ne marche pas. Donc il faudrait une approche plus smart. Parce qu'on est dans une période de transition, donc il faut resserrer sur des besoins clés qui permettent, et une fois qu'on a défini, aller jusqu'au bout du truc, quoi. Pas lâcher nos maîtres d'œuvre. Alors c'est le lien avec le smart building, smart comme spécifique, mesurable, atteignable, temporel aussi. C'est des choses qu'on ne retrouve pas assez aujourd'hui dans les objectifs. Du coup, là, je vous laisse l'occasion de rebondir maintenant. Un dernier mot, allez-y. Sur la formation, je voudrais dire, il y a un vrai paradoxe sur la formation. Je pense que quand on se croise entre gens sérieux, on est tous là, d'accord, pour dire il faut se former. Or, il faut savoir, hormis les masters comme celui d'Olivier, ça ne se vend pas. La formation en BIM ne se vend pas. Les bouquins sur le BIM ne se vendent pas. La formation proposée par le CSTB BIM pour l'exploitation, c'est un stage par an, 2 jours, qui réunit 5 gars. La formation sur le BIM ne se vend pas. Les bouquins sur le BIM ne se vendent pas. Moi, j'en ai écrit un, il me permet de payer mon billet à aller Paris-Rouen, quoi. C'est tout. Mais ça veut dire que c'est encore considéré comme satellite ? J'en sais rien. Mais là, il y a un vrai paradoxe.
une couche qui n'est pas encore intégrée finalement dans le métier. Oui, c'est très bizarre. Mais effectivement, alors, moi, ce que je voulais dire, effectivement, la formation, c'est fondamental. Et aussi bien à l'ESTP qu'à l'École des Ponts, il y a des masters qui sont pluridisciplinaires et qui permettent effectivement, et tous les trois d'ailleurs, on y participe, mais c'est des formations qui sont complémentaires et qui font les interfaces entre tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment important. Et sinon, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, et je crois que François l'avait expliqué, mais en fait, ne jamais oublier que l'utilisateur final, c'est lui le client. Donc définir un BIM sans tenir compte de l'utilisateur final, si on fait quelque chose qu'il n'est pas capable d'utiliser correctement, parce que c'est ça aussi, on veut obtenir des bilans carbone, des économies d'énergie et tout, mais si on n'explique pas à l'utilisateur final comment ça fonctionne, ou si c'est trop compliqué, ça ne fonctionnera pas. Passer à côté d'une grande partie de la vérité si on ne fait pas ça. Tout à fait. D'accord. Alors, une dernière question, parce que finalement, on s'est dit plein de choses qui nous permettent plutôt de dire aujourd'hui, enfin, qui permettent pas vraiment de répondre à la question. Hein. J'ai envie de dire, je suis désolé, messieurs, mais le BIM est-il rentable? Moi, je suis incapable, en sortant de cette salle, d'y répondre. Donc, en un tour de table, je vais juste vous poser une question. Finalement, on a mis dans la balance un petit peu, en échangeant du pour, du contre, un peu plus par moment du contre, un peu plus du pour, avec des approches et des lectures différentes de la notion de rentabilité ou de coût. En 1 minute, maximum chacun, je vous pose la question, finalement, est-ce que ça vaut le coup? Patrick Delaporte, est-ce que ça vaut le coup de faire du BIM? La question ne se pose pas. Ah bon, bah je la pose. On est sur des rails dans une locomotive qui est partie, qui est lancée et qui tire ses wagons. Donc aujourd'hui, on n'a plus le choix. Alors pourquoi n'avons-nous plus le choix? C'est qu'à l'échelle internationale, l'immobilier, la gestion de l'immobilier, et aujourd'hui, c'est de l'asset management d'un côté pour la valorisation, la property et la facility management. Et dans les 3 cas, ces fonctions utilisent le cœur de données de la maquette, c'est-à-dire le cœur de données numériques. Et ce cœur de données numériques, quel va être son impact? Il va rentrer dans une composition importante de la valeur de l'immeuble. En d'autres termes, là où autrefois c'était l'emplacement, aujourd'hui, la qualité de la data room va devenir un élément fondamental, même s'il n'est pas le seul, de la valeur de l'immeuble. Et par conséquent, c'est le BIM qui va donner, et son intégration dans le SIM, qui vont donner cette part de valeur et qui sera regardée avec énormément d'attention. C'est-à-dire, en fait, c'est la compliance, la qualité de la donnée, sa pérennité, son état de suivi, et son accessibilité. Ça veut dire que la data et les informations, pour les distinguer, associées au bâtiment, vont être des critères de valeur ajoutée au bâtiment? Là, alors après ça, l'information sera celle que l'on veut en avoir. Mais si la data est corrompue, s'il n'est pas disponible, la valeur d'un bâtiment risque de ne pas être aussi importante que ce qu'elle aurait pu être. Christophe Lheureux, alors ça vaut le coup ou pas pour vous, 3F, de faire du BIM avec tous ces coûts que vous calculez la question est plus tellement de savoir aujourd'hui s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. Je pense qu'il faut y aller parce que c'est une tendance de fond. Enfin, voilà, ce sont des outils modernes. On pourrait y aller en se disant mais ça ne vaut pas le coup au final quand même, je ne suis pas convaincu. Non. La question est plutôt, et j'en débattais hier soir encore avec une master game d'Olivier, là, c'est quand y aller finalement, et si j'étais chef d'entreprise, gérant d'une agence d'archi, quel est le bon moment pour y aller, quoi? Est-ce qu'on veut faire figure de précurseur, comme Habitat 76, comme 3F, dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage, ou est-ce qu'on attend un petit peu? C'est plutôt cette question-là. Mais oui, il faut y aller, c'est la question du timing. D'accord. À un moment donné, ça veut dire que selon vous, ça vaudra le coup et la rentabilité va s'exprimer. Bien sûr. D'accord, ok. Bon, on a un début de réponse, ça commence à se dessiner, merci. Mike Sissoung. Oui, alors moi, c'est vrai, il faut absolument y aller, ça c'est clair. Ne serait-ce que... Attention, ma question, c'est pas est-ce qu'il faut y aller, c'est est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup dans la mesure où il y a des tas de non-dépenses qu'on ne fera pas, et surtout, ça va nous permettre de répondre à toutes les contraintes environnementales qui nous arrivent. Entre autres, le bilan carbone et autres. Et l'économie circulaire et tout ça font partie de cette analyse, et on est obligé aujourd'hui de vraiment s'y mettre. Et la data est fondamentale. Ça veut dire qu'au-delà du coût global, on va travailler sur l'impact global? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Intéressant. Olivier Selnik,
Alors, on y va ou pas? Votre formation se joue aujourd'hui. Hein, oui. Voilà, faites attention à ce que vous dites. La question est quel BIM? C'est comme la cuisine. Quel BIM, ouais. La cuisine qui rend malade ou celle qui rend en bonne santé. Donc, si c'est bien fait, et je pense de plus en plus que pour que ce soit, justement, que ça vaille le coup, il faut que ce soit fait d'une façon réfléchie, sobre, frugale, pour reprendre quelques mots un peu à la mode, mais qu'on utilise aussi. Est-ce que travailler à plusieurs en réfléchissant ensemble, c'est mieux que travailler tout seul dans son coin sans trop réfléchir? C'est évident. Est-ce qu'anticiper, c'est mieux que dire je me débrouille, je fais ça, je fais ce dessin et on verra demain, c'est mieux? C'est évident. Le BIM, c'est ça. D'accord. Donc, puisque ces questions de base sont évidentes, le BIM, c'est ce processus qui permet de collaborer à plusieurs, d'échanger, de réfléchir à ce qu'on fait, d'anticiper, de simuler. Et si on sait le faire à juste mesure, bien sûr, ça vaut le coup. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, il n'y a pas de réponse spécifique à chaque corps de métier ou spécialité que vous représentez, mais une réponse qui dépend de vous tous et de votre capacité à collaborer sur ce sujet. Et l'erreur serait de penser qu'il y a le BIM avec un grand L et un grand B. Il y a le BIM d'un projet donné dans un contexte donné avec des acteurs donnés. Il y a autant de BIM que d'acteurs, que de projets, que de niveaux de compétences. De la même façon qu'il n'y a pas deux programmes identiques, deux bâtiments de 30 logements chez 3F ne sont pas les mêmes, et peut-être encore moins chez 3F et chez Habitat 76. Deux cahiers des charges ou deux conventions BIM ne seront pas les mêmes. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Moi, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, donc c'était plutôt rentable pour moi cette journée aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que pour vous aussi, on peut remercier nos intervenants. C'est le moment, attendez, c'est le moment peut-être aussi de partager, si le temps nous le permet encore, peut-être 5 minutes de répondre à des questions. S'il y en a, oui, j'arrive. Hop là. Alors présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc Noélie Carretero, je travaille au CEREMA. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet établissement public. Donc nous, on travaille sur ces sujets depuis un certain nombre d'années et on accompagne en particulier le ministère. Et je voulais vous dire, donc j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit dans l'après-midi, et moi aussi j'y crois. Et je voulais vous dire, j'y crois encore plus parce qu'avec le ministère, on travaille maintenant au niveau européen sur ces sujets. Donc vous avez peut-être entendu parler du sujet DigiPlace. Donc c'est travailler sur une plateforme collaborative où l'idée, c'est que toute la collaboration dont vous avez parlé cet après-midi, qui permet d'aboutir à ces projets performants pour tout le monde, y compris pour l'usager que l'on vise, soit dans tous ces projets-là et tous les acteurs qui participent à ces projets puissent se rencontrer sur ces plateformes. Et on travaille au niveau européen sur comment formaliser cette plateforme pour que tous les acteurs que vous êtes, donc en France, mais aussi au niveau européen, puissent apprendre du coup à travailler ensemble. Il y a des outils et en intégrant aussi les TPE et les PME, puisqu'on sait qu'il y en a qui partent beaucoup plus loin que les acteurs qui sont intervenus aujourd'hui. Merci. Donc je vous invite à suivre aussi ces projets-là, qui sont peut-être le pas de demain sur ce sujet. Une nouvelle opportunité de collaborer. Merci. Une question? Alors, plusieurs. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Christophe Novakovski, économiste, président de l'Intech Normandie. Ce n'est pas une question, c'est juste un constat. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que ça vaut le coup? De toute façon, je crois que c'est surtout un levier d'attractivité pour notre métier de la construction. Vous savez tous que les difficultés de recrutement que l'on a et l'attractivité de notre métier par rapport à l'industrie. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Leroy, il y a une question de... C'est 25 ans, c'est une génération, mais le train est parti et je constate avec mes jeunes recrues, et vous le constatez aussi certainement, que c'est parti et que nos jeunes sont évidemment très intéressés par les maquettes numériques et le BIM. Donc, oui, donc ça veut dire que le BIM, outil de marque employeur et de fidélisation des talents? Évidemment, oui, évidemment. Très bien, merci, parce qu'on n'avait pas eu ce regard. Et puis, ça coûte cher, les ressources humaines. En tout cas, c'est de l'investissement aussi lourd. Donc, autant les garder quand on les a formés, ou attirer les meilleurs. Vous vouliez réagir, monsieur? Non? Ah, je pensais, pardon, tout à l'heure. Une autre question, une autre réaction? Écoutez, voilà, on est arrivé à la fin de cet après-midi. Merci à nouveau pour la qualité et la richesse de tous vos témoignages. On peut encore les applaudir.